Les coups commencèrent à 23h17 ce soir-là. Pas un simple toc-toc, ni la tape prudente de quelqu'un qui craindrait de s'être trompé de maison. C'était le bruit sourd et furieux d'un poing contre ma porte d'entrée, assez fort pour faire trembler les photographies encadrées dans le couloir. Callie apparut en haut des escaliers, pieds nus, une main agrippant la rampe, l'autre refermée sur la petite médaille en laiton du verger qu'elle portait sur elle depuis ses 6 ans. Angela, avant que je puisse répondre, la voix de Beverly Monroe déchira le bois. C'est notre sang, vous n'avez aucun droit de nous l'enlever. Pendant une étrange seconde, je sentis une odeur de lys funéraire, et 11 années disparurent. J'étais de retour près du cercueil de Tessa, les petits doigts de Callie serrés autour des miens, tandis que Beverly regardait sa propre petite-fille comme si elle était une facture impayée. « Nous ne voulons pas de ce fardeau », avait-elle dit. « Vous pouvez la garder. » Un autre coup frappa la porte. Craig, cette fois. « Nous savons pour la fiducie. Ouvrez, ou vous ne ferez qu'empirer les choses. » Cet après-midi-là, Naomi Bell avait posé une évaluation sur son bureau et l'avait tournée vers nous, 900 000 $. Pas du liquide, pas encore, mais une part d'un quart des vergers Monroe, détenus dans la fiducie que Tessa avait créée pour sa fille. Callie descendit 3 marches, puis s'arrêta. « Ils n'ont pas appelé pour mon anniversaire, l'année dernière, murmura-t-elle. Je me dirigeai vers la porte, mais elle attrapa ma manche. « Qu'est-ce qu'ils veulent que je signe ?» La question me frappa plus fort que les coups sur la porte. Je fis glisser la chaîne de sécurité et entrebâiller la porte de quelques centimètres. Beverly se tenait sur le porche, vêtue d'un manteau crème, le visage blême de colère. Craig était derrière elle, tenant un dossier en cuir contre sa poitrine. Beverly se pencha vers l'ouverture. « Cette femme n'est pas ta mère », cria-t-elle par-dessus mon épaule. « Callie, ta place est auprès de ta vraie famille. » Je me retournai vers la jeune fille que j'avais élevée, à travers les crises de panique, les réunions scolaires, les factures de thérapie, les cauchemars et 11 anniversaires dont aucun Monroe ne s'était souvenu. Puis je regardai la famille qui, enfin, se souvenait d'elle, 6 semaines avant ses 18 ans. Je ne la retiens pas, dis-je. En haut, les doigts de Callie se resserrèrent autour de la médaille en laiton. C'est elle qui décidera qui a le droit de rester. 11 ans plus tôt. Avant de vous ramener là où tout a commencé, j'espère que vous allez bien. Restez avec moi pour entendre ce qui s'est passé après ces funérailles, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de notre histoire. 11 ans plus tôt, Tessa et moi étions assises sur le sol de la cuisine, avec Callie, 6 ans, entre nous. Elle avait de la fièvre, refusait d'avaler son médicament à la cerise et s'était enroulée dans une serviette de bain parce que les couvertures donnaient le tournis à la pièce. Tessa pressa un linge frais sur le front de sa fille. Si jamais un bus me renverse, tu sais qu'elle est à toi. Tu ne vas pas te faire renverser par un bus, dis-je en tenant le gobelet de médicaments, tandis que Callie nous foudroyait toutes les deux du regard. Très bien, un piano qui tombe, alors. Je lui disais qu'elle regardait trop de vieux dessins animés. Elle sourit, mais son visage changea aussitôt. Je suis sérieuse, Angie. S'il m'arrive quelque chose, ne la laisse pas penser que personne ne l'a choisi. Je promis, parce que Tessa était jeune, têtue et vivante, et la mort ressemblait encore à quelque chose qui arrivait dans les maisons des autres. 4 ans plus tard, son cancer récidiva. Daniel, le père de Callie, était mort quand elle avait 2 ans. Tessa l'avait élevée seule, tout en continuant à gérer la comptabilité du verger depuis la maison. Le second diagnostic s'accompagna de mots comme « agressif » et « option limitée ». Tessa ne perdit pas de temps à prétendre qu'elle en avait à revendre. Callie avait 10 ans quand le traitement cessa de fonctionner. Elle se réveillait la nuit pour vérifier si sa mère respirait. Elle cessa de parler aux adultes qu'elle ne connaissait pas et paniquait dès que quelqu'un suggérait qu'elle dorme ailleurs qu'à la maison. Son thérapeute appelait ça de l'anxiété de séparation, compliquée par un deuil anticipé. Callie appelait ça « être prudente ». Je la conduisais à sa thérapie tous les mardis, car Tessa était souvent trop faible après ses traitements. Je la récupérais à l'école, lui préparait des nouilles nature quand elle ne pouvait rien avaler d'autre, et m'asseyait à ses côtés dans les salles d'attente des hôpitaux pendant qu'elle comptait les dalles du plafond. Je ne me considérais pas comme sa mère. J'étais simplement la personne qui continuait à être là. La famille de Tessa, elle, était présente différemment. Beverly venait à l'hôpital dans un manteau de laine trop élégant pour la chaise en plastique à côté du lit. Craig arrivait en retard, sentant l'air froid et l'huile de moteur. Tessa leur demanda ce qui arriverait à Callie si elle mourait.
Beverly plia ses gants et les rangea dans son sac. Tu parles comme si c'était déjà décidé. Ça l'est, dit Tessa. J'ai besoin de savoir qui la prendra. Craig parla de la saison des récoltes, des salaires et du manque de place de Beverly. Beverly mentionna les coûts de la thérapie, les troubles du sommeil de Callie et la difficulté pour une enfant si anxieuse de s'adapter. Elle a besoin de plus que ce que nous pouvons lui donner, dit finalement Craig. Tessa le regarda. Elle a besoin de quelqu'un qui reste. Aucun des deux ne répondit. La semaine suivante, Naomi Bell vint à l'hôpital avec un mince dossier noir. Elle expliqua que Tessa pouvait me nommer tutrice de Callie, mais que le tribunal devrait tout de même l'approuver. Tessa signa lentement, s'arrêtant lorsque sa main se crispa. Je signai là où Naomi me l'indiqua, bien que mon doigt trembla plus que le sien. Quand Naomi sortit, j'avouai à Tessa que j'avais peur. Moi aussi, dit-elle. C'est pour ça que je te le demande. Je n'ai jamais élevé d'enfant. Tu m'aides à élever celle-ci depuis des années. La vérité m'effrayait plus encore que la paperasse. Quelques jours plus tard, Tessa me demanda d'amener Callie à l'hôpital. Du tiroir à côté de son lit, elle sortit une petite médaille en laiton, ternie par le temps. Un numéro y était gravé à côté du nom, Verger Monroe. Ça marque la rangée où j'ai planté ton arbre, dit-elle à Callie, au printemps de ta naissance. Callie frotta son pouce sur les chiffres. Il est toujours là? La dernière fois que j'ai vérifié, oui. Est-ce qu'il va mourir si tu meurs? Tessa ferma les yeux un instant. Pas si quelqu'un continue à s'en occuper. Callie mit la médaille dans sa poche. Elle la porta tous les jours après ça. Tessa mourut 3 semaines plus tard. Aux funérailles, Callie se tenait collée contre moi dans une robe bleu foncé, ses doigts serrés autour des miens et la médaille en laiton cachée dans son autre poing. Les gens se penchaient vers elle, lui disant à quel point elle était courageuse. Elle fixait leurs chaussures. Près du cercueil, Beverly et Craig parlaient à voix basse avec Naomi. J'entendis mon nom, puis, tutelle, puis l'horaire de thérapie de Callie. Beverly jeta un regard dans notre direction, avec la même expression qu'elle arborait en discutant des factures d'hôpital. Quand je m'approchai, elle ne baissa pas la voix. Nous ne voulons pas de ce fardeau, dit-elle, désignant du menton l'enfant qui me tenait la main. Vous pouvez la garder. Craig baissa les yeux vers la moquette. Son silence fut le second rejet. Je voulus dire à Beverly quelle sorte de femme disait une chose pareille à côté du cercueil de sa fille, mais la main de Callie était devenue rigide dans la mienne, et il ne s'agissait plus de gagner une dispute. Je m'agenouillai jusqu'à ce que mon visage soit à sa hauteur. On rentre à la maison, dis-je. Elle ne demanda pas de quelle maison il s'agissait. Elle me laissa simplement l'emmener. Ce soir-là, après le départ du dernier voisin, Callie s'assit sur le bord de mon lit d'amis, ses chaussures encore aux pieds. Un petit sac à dos reposait à côté d'elle, contenant 2 t-shirts, sa brosse à dents et la médaille en laiton. « Où vas-tu » demandai-je. Elle fixa le sol. « Je pensais que tu m'emmènerais quelque part demain. »« Pourquoi ferais-je ça ?»« Parce que mamie a dit que tu pouvais me garder. » Sa voix se brisa. Les gens rendent les choses qu'ils ne veulent pas. Je m'assis à côté d'elle, faisant attention de ne pas la toucher jusqu'à ce qu'elle se penche vers moi. « Personne ne va te rendre, dis-je. Je reste. » Elle me regarda comme si, rester, était une langue qu'elle avait entendue, mais en laquelle elle n'avait jamais eu confiance. 2 jours plus tard, Naomi me rejoignit au tribunal. Beverly et Craig avaient signé des papiers stipulant qu'ils ne s'opposeraient pas à ma demande de tutelle. Naomi m'expliqua l'audience et la visite à domicile. Avant de partir, elle plaça un dossier scellé dans le coffre de son bureau. Tessa a laissé des instructions pour le jour où Callie sera assez grande pour poser ses propres questions, dit-elle. Par la porte ouverte, je pouvais voir Callie endormie dans un fauteuil de la salle d'attente, son sac à dos sous la tête et une main fermée sur la médaille en laiton. Je pensais que la question la plus difficile avait déjà trouvé sa réponse. Je n'avais aucune idée qu'il faudrait 11 ans pour que la vraie soit posée. Pendant les 3 premières semaines après la mort de Tessa, Callie préparait son sac à dos tous les soirs. Elle le faisait après s'être brossé les dents, quand elle pensait que j'étais en bas. 2 t-shirts, une paire de chaussettes, sa brosse à dents et la médaille du verger allaient dans le même sac bleu délavé. Puis elle le posait à côté de la porte de la chambre d'amis et dormait avec ses chaussures à portée de main. La première fois que je l'ai remarqué, j'ai tout déballé avant le matin. La nuit suivante, elle l'a refait.
La 4e nuit, je me suis assise par terre à côté du sac au lieu de le toucher. Kelly m'observait depuis le lit, les genoux contre sa poitrine. « Où crois-tu que tu vas » demandai-je. « Je ne sais pas. »« Où tu as choisi ?»« Je n'ai rien choisi. Mamie a dit que tu pouvais me garder. » Ses doigts se resserrèrent autour de la couverture. « Ça veut dire que tu peux me donner à quelqu'un d'autre. » Je voulais lui promettre que plus rien ne changerait, mais trop de choses avaient déjà changé pour que cela paraisse crédible. Tes céréales sont dans ma cuisine. Tes médicaments sont dans ma salle de bain. Demain, je t'emmène à ta thérapie, et après, on revient ici. Elle jeta un coup d'œil au sac à dos. Pour combien de temps? Aussi longtemps que tu auras besoin de moi. Le lendemain matin, le sac était toujours fait, mais elle le laissa à côté du lit quand nous sommes partis. Ce fut le début de notre vie ensemble. Pas une grande déclaration, juste un petit sac qui était resté derrière. La thérapie était à 40 minutes de route, tous les mardis. Avant que la tutelle ne soit finalisée, l'assurance ne couvrait presque rien. Après, il y avait encore les franchises, les consultations scolaires et les rendez-vous hors réseau. J'ai appris quelles factures pouvaient attendre et quels clients pardonneraient une livraison en retard. Certaines semaines, Kelly restait assise pendant toute la séance sans parler. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'elle avait dit au thérapeute. Je lui demandais seulement si elle voulait de la musique ou du silence sur le chemin du retour. Un après-midi, elle dit « le silence, mais pas celui où tu es en colère ». Alors, j'ai conduit tranquillement, en fredonnant à voix basse, juste assez pour qu'elle sache que j'étais toujours là. La première fois que l'école a appelé pour une crise de panique, j'étais en train de décaper une commode en noyer. J'ai trouvé Kelly recroquevillée à côté du classeur de l'infirmière, respirant trop vite pour répondre aux questions. L'infirmière parut soulagée. « Peut-être que vous arriverez à la calmer. » Je ne pouvais pas la calmer. La thérapie m'avait appris que je ne pouvais que m'asseoir par terre, placer ma main là où elle pouvait la voir, et respirer assez lentement pour qu'elle puisse emprunter le rythme. Inspirer sur 4 temps, retenir sur 2, expirer sur 6. 17 minutes plus tard, elle pouvait se lever. Je lui ai demandé si elle voulait rentrer à la maison. « Si je pars, tout le monde saura. Ils savent déjà que tu as eu une matinée difficile. Ce n'est pas la même chose que de savoir qui tu es. » Elle a fini sa journée d'école. J'ai attendu sur le parking, car elle m'avait demandé de ne pas partir. Quand elle est sortie, elle est montée dans le camion sans vérifier si son sac à dos était toujours là. En 4e année de primaire, les crises de panique se firent plus rares. La peur sous-jacente, elle, demeurait. Ce printemps-là, sa classe dut réaliser un projet d'arbre généalogique. Tessa appartenait à la case « mère ». Daniel, à côté d'elle, bien que Kelly ne se souvînt presque de rien de lui. Beverly et Craig avaient aussi des places évidentes, qu'ils les aient méritées ou non. Kelly tapa sur une branche vide. « Où est-ce que je te mets, toi? Où tu penses que je dois être? Il n'y a pas de case pour toi. » Je plaçai une feuille blanche à côté de l'exercice. Alors, créant une. « Est-ce que ça effacera maman? » Mémé ne lui enlève rien. Elle dessina une autre branche à côté de celle de Tessa. L'institutrice lui mit un B pour ne pas avoir suivi le modèle. Je l'ai encadré quand même. Les Monroe n'assistèrent pas à cette présentation. Ils furent absents pour son 10e anniversaire, sa remise de diplôme de collège, et le Noël où un virus gastrique nous a envoyés aux urgences parce que Kelly avait confondu la déshydratation avec une autre crise de panique. Beverly envoya une seule carte non signée durant toutes ces années. J'ai cessé de les attendre avant Kelly. Près de chaque anniversaire, elle regardait encore le téléphone quand il sonnait. À la remise des diplômes, elle prétendit qu'elle ne voulait pas d'eux, puis plia le programme jusqu'à ce que le papier se déchire le long des plis. J'ai bâti mon atelier de restauration pendant ces mêmes années. Au début, je travaillais dans le garage pendant que Kelly faisait ses devoirs sur une table pliante à côté de moi. Plus tard, j'ai loué une étroite boutique avec assez de place pour 3 établis. Kelly aimait poncer, car cela donnait à ses mains quelque chose de prévisible à faire. Elle a appris que la précipitation laissait des marqués que les dommages ne disparaissaient pas simplement parce que la surface paraissait lisse à nouveau. Quand elle eut 14 ans, elle ouvrit un relevé d'assurance montrant ce que la thérapie avait coûté cette année-là. « Je suis désolée pour ça, dit-elle. Pour avoir lu mon courrier? Pour coûter aussi cher.
Elle pointa le total. Je peux y aller moins souvent. Tu as besoin des rendez-vous dont tu as besoin. Tu aurais plus d'argent si je n'étais pas là. Prendre soin de quelqu'un n'est pas une dette, Callie. Tu ne me dois rien pour avoir grandi. Elle hocha la tête, mais la gratitude était déjà devenue l'une des manières qu'elle avait de se faire toute petite. Elle s'excusait avant de demander qu'on la conduise quelque part et choisissait l'article le moins cher sur chaque menu. Je me disais que je lui enseignais la sécurité. Je n'ai pas remarqué à quelle fréquence je la récompensais pour sa facilité. À 17 ans, Callie travaillait 2 après-midi par semaine à la bibliothèque municipale et préparait son dossier pour le Briar Glen Community College. Elle avait de meilleurs outils pour gérer son anxiété, mais la pression la ralentissait encore. Elle avait besoin de temps avant de répondre à des questions difficiles. Elle avait aussi commencé à s'inquiéter de me quitter. Un soir, je trouvai le dossier d'inscription ouvert sur son ordinateur portable. La section demandant si elle prévoyait de vivre à la maison était vierge. « Qu'est-ce que tu ferais si je déménageais un jour ?» demanda-t-elle. J'ai failli lui dire que tout irait bien pour moi. À la place, j'ai dit, tu ne déménages pas encore. Ce n'était pas une réponse, c'était une façon de clore la question. Cette habitude avait grandi tranquillement. Aux réunions scolaires, j'expliquais ce dont Callie avait besoin avant qu'elle ne parle. Aux rendez-vous médicaux, je répondais quand les médecins posaient des questions sur ses symptômes. Quand un conseiller a mentionné une journée d'orientation universitaire avec nuit sur place, j'ai dit que Callie n'aimait pas dormir loin de la maison. Parfois, elle me corrigeait. Le plus souvent, elle me laissait parler parce qu'elle m'aimait et ne voulait pas paraître ingrate. Je prenais son silence pour un consentement, car le consentement était moins effrayant que la possibilité qu'elle n'ait plus besoin que je sache tout en premier. 6 semaines avant son 18e anniversaire, Callie apporta la vieille boîte à souvenirs en bois dans la cuisine. La médaille en laiton du verger reposait dans sa paume. « Je veux en savoir plus sur l'arbre de maman, dit-elle. »« Qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce qu'il est toujours au verger ? » ?»« Je suppose que oui. »« Tu ne m'y as jamais emmené. » Je lui ai dit que les Monroe ne nous avaient jamais invités, et que je n'avais pas voulu l'exposer à des gens qui avaient déjà montré ce qu'ils pensaient d'elle. Ce n'est pas la même chose que de me demander ce que je voulais. Tu n'étais qu'une enfant. Je n'ai plus 6 ans. Elle ouvrit la boîte elle-même. À l'intérieur se trouvaient des photographies, le bracelet d'hôpital de Tessa, 2 cartes d'anniversaire de son écriture et une photo délavée de pommiers sous un ciel de printemps blanc. Callie souleva chaque objet avec soin, découvrant une mère que j'avais préservée en morceaux. Je lui ai raconté comment Tessa riait quand elle était nerveuse, et comment elle ne suivait jamais une recette sans la modifier. Chaque fois que Callie posait des questions sur Beverly ou Craig, je la réorientais vers Tessa. Callie remarqua chaque esquive. Avant qu'elle ne puisse insister, mon téléphone sonna. Le nom de Naomi Bell apparut à l'écran. J'avais parlé à Naomi occasionnellement, pour des rapports de tutelle et des avis de fiducie de routine. Je savais que le testament de Tessa avait placé une petite participation dans les vergers Monroe dans une fiducie pour Callie. Les rapports la décrivaient comme « illiquide, sans valeur marchande fiable et avec peu de revenus distribuables ». Elle n'avait jamais payé nos factures, et je ne m'étais jamais attendu à ce qu'elle le fasse. Naomi demanda si Callie était avec moi. « Callie est juste à côté de moi. J'ai besoin de vous deux à mon bureau demain, dit-elle. » Une offre a été faite sur le verger, et cela a déclenché une évaluation formelle. Callie observait mon visage. Je demandais ce que l'évaluation changeait. Il y eut une pause, assez longue pour que j'entende des papiers se froisser sur le bureau de Naomi. L'estimation préliminaire s'élève à environ 900 000 $, dit-elle. Et les Monroe sont déjà au courant. Le bureau de Naomi n'avait pas beaucoup changé en 11 ans. La même lampe en laiton se tenait près de la fenêtre, et la même horloge en bois cliquetait au-dessus du classeur. Ce qui avait changé, c'était la jeune fille assise à côté de moi. Callie tenait la médaille en laiton sous la table, la tournant entre ses doigts pendant que Naomi disposait 3 dossiers devant nous. Elle n'avait pas parlé depuis que nous avions quitté la maison. Naomi la regarda, elle plutôt que moi. Avant de discuter des chiffres, je veux que vous compreniez qui je représente. Le fiduciaire a son propre conseil. Les vergers Monroe ont leur propre avocat. Je suis ici pour vous, Callie, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on vous demande d'envisager. Callie hocha la tête une fois. Angela peut rester si vous le souhaitez. Callie me jeta un coup d'œil, puis se retourna vers Naomi. Je veux qu'elle reste.
Je veux juste que les gens me répondent. Les mots n'étaient pas tranchants, mais je les ai sentis. Je croisai les mains sur mes genoux pour ne pas tendre la mienne vers la sienne. Naomi ouvrit le premier dossier. Elle expliqua que le testament de Tessa avait créé une fiducie pour Cali. Ça, je le savais déjà. Pendant des années, j'avais reçu de brefs avis annuels décrivant l'actif principal de la fiducie comme une participation, non liquide, sans valeur marchande fiable et presque sans revenu disponible pour les dépenses quotidiennes de Cali. L'actif est de 25% des vergers Monroe LLC. Il ne s'est jamais agi d'un compte en banque avec 900 000 $ dedans, dit Naomi. La fiducie possède une partie de la société qui détient les terres, l'équipement et l'entreprise d'exploitation. Cali cessa de tourner la médaille. Alors, d'où vient ce chiffre? Naomi fit glisser l'évaluation sur le bureau. Une société de développement avait offert d'acheter l'ensemble de la propriété. L'offre a déclenché une évaluation formelle de chaque part de propriété. Après déduction des dettes, des impôts et des frais de clôture estimés, la participation de 25% de la fiducie était évaluée à environ 900 000 $. Cali fixa le chiffre sans sourire. J'avais imaginé le choc, l'incrédulité, ou même un rire nerveux. Au lieu de cela, son visage se crispa. Si maman avait quelque chose d'une telle valeur, pourquoi payais-tu pour? Demanda-t-elle, me regardant, pourquoi as-tu vendu ton camion quand le toit avait besoin d'être réparé? J'ouvris la bouche, mais Naomi répondit la première. Parce que la valeur n'est pas la même chose que l'argent liquide. La fiducie possédait une partie d'un verger en activité. Elle ne pouvait pas vendre quelques arbres chaque fois que tu avais besoin de payer une franchise médicale. Ta mère l'a conçu pour protéger quelque chose pour ton avenir, pas pour créer de l'argent de poche pendant que tu étais enfant. Cali baissa les yeux sur l'évaluation. Donc je vaux 900 000 $ seulement s'ils vendent l'endroit où elle a grandi? Non, dit doucement Naomi. Tu ne vaux rien en dollars. Un actif détenu pour toi a été évalué. Ce n'est pas la même chose. Les épaules de Cali s'affaissèrent légèrement, mais la médaille resta prisonnière de son poing. Naomi se tourna vers le deuxième dossier. L'accord d'exploitation des vergers Monroe exigeait une approbation unanime avant que l'ensemble de la propriété puisse être vendue. Le fiduciaire détenait et votait les 25% d'intérêt de la fiducie de Cali, mais Tessa avait ajouté une autre protection, après les 18 ans de Cali. Le fiduciaire ne pourrait pas procéder à une vente complète à moins que Cali n'ait d'abord reçu un avis juridique indépendant et signé un consentement éclairé de bénéficiaire. Son consentement permettrait au fiduciaire d'envisager de soutenir la vente. Il ne forcerait pas le fiduciaire à l'approuver. Donc, je ne contrôle pas la fiducie, dit Cali. Pas toute seule, répondit Naomi. Le fiduciaire détient l'actif et doit mener un examen fiduciaire indépendant, mais il ne peut pas non plus te traiter comme un nom sur un dossier. Tessa s'est assuré que ton consentement éclairé compte dans une vente de cette ampleur. Et si je refuse? La vente actuelle ne peut pas avancer dans ces conditions. Je me penchai vers Naomi. Alors, elle refuse. Cali tourna la tête. La pièce devint si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge en bois au-dessus du classeur. Naomi ne me regarda pas. Cette décision appartient à Cali, après qu'elle aura reçu les informations dont elle a besoin. La décision fiduciaire finale du fiduciaire appartient au fiduciaire. Je ne les laisserai pas lui mettre la pression. Ce n'est pas la même chose que de décider pour elle, dit Naomi. Cali posa la médaille en laiton sur le bureau. Pourquoi tout change quand j'ai 18 ans? Parce que c'est à ce moment-là que la clause de consentement supplémentaire devient active. Ta mère voulait que tu sois assez grande pour recevoir des conseils indépendants avant que quiconque te demande d'approuver la vente de tout le verger. Le regard de Cali se déplaça entre nous. Est-ce que papa a quelque chose à voir avec ça? Naomi secoua la tête. La succession de Daniel Reed avait été réglée après sa mort, quand Cali avait 2 ans. Rien de sa famille n'était inclus dans la fiducie Monroe, et personne du côté Reed n'avait de droit de propriété, de tutelle ou de revendication concernant le verger. Tout cela vient entièrement de Tessa, dit Naomi. Personne de la famille de ton père ne peut intervenir dans cette transaction. Cali absorba cela en silence. La question avait probablement vécu en elle plus longtemps que je ne le savais. Naomi ferma les 2 premiers dossiers, mais laissa le 3e intact. Craig Monroe a contacté le fiduciaire après l'évaluation. Il a aussi demandé à te rencontrer. Mon corps réagit avant que mes pensées ne rattrapent. Non. Cali me regarda à nouveau.
L'expression de Naomi resta calme. Je n'ai rien organisé. Je voulais que Cali comprenne la structure avant d'entendre la version de quiconque sur ce que cela signifie. Ils ont eu 11 ans pour la rencontrer, dis-je. Ils n'ont pas le droit de débarquer maintenant parce que la terre a de la valeur. Cali pressa son pouce contre le bord de la médaille. Qu'est-ce que Craig a dit? Il a dit que le verger a des dettes importantes, et que la vente pourrait être nécessaire pour protéger la famille et ses employés. Il a dit, famille, murmura Cali. Naomi attendit. Cali me regarda. Peuvent-ils m'enlever à toi? La question me rappela le sac à dos fait, à côté du lit d'amis. Il me fallut un effort pour ne pas répondre immédiatement. Naomi se pencha plus près. Ils ne peuvent pas simplement apparaître et te réclamer parce qu'ils sont de ta famille. Tu as 17 ans, Angela est ta tutrice légale depuis 11 ans, et tes souhaits compteraient énormément dans toute procédure. Ils peuvent menacer, faire pression et créer de la peur. C'est différent d'avoir le pouvoir légal de t'enlever. Je ne veux pas qu'ils la contactent, dis-je. Tout passe par moi. Le visage de Cali changea. Ce n'était pas encore de la colère, c'était de la reconnaissance. Naomi parla avec précaution. Jusqu'à ce que Cali ait 18 ans, tu restes sa tutrice. Tu peux la protéger du harcèlement, mais la protection légale ne devrait pas l'empêcher de recevoir des informations sur sa propre propriété, ou de décider si elle veut une conversation structurée. Je sais ce qu'ils font. Cali ramassa la médaille. Tu sais ce qu'ils ont fait il y a 11 ans. Aucun de nous ne sait exactement ce qu'ils font maintenant. La phrase m'effraya parce qu'elle était vraie. Sur le chemin du retour, Cali regardait les vergers défiler par la fenêtre. Des rangées d'arbres s'étendaient derrière des clôtures, vertes et ordonnées vues de la route, cachant les dommages qui pouvaient exister plus en profondeur. Pourquoi l'ont-ils découvert si vite, demanda-t-elle. L'entreprise qui fait l'offre a probablement contacté tous les membres. Ils n'ont pas appelé quand j'ai eu mon diplôme de collège. Je sais. Ils n'ont pas appelé quand j'étais malade. Je le sais aussi. Mais quelqu'un leur dit que ma part vaut de l'argent, et Craig contacte un avocat avant même que j'en entende parler. Je serrai les mains sur le volant. Ça te dit quelque chose? Ça me dit qu'ils ont besoin de quelque chose, dit-elle. Ça ne me dit pas ce qu'ils diront pour l'obtenir. Je voulais lui dire qu'aucun de leurs mots n'avait d'importance. Je voulais fermer toutes les portes avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Au lieu de cela, je nous ai ramenés à la maison, avec l'avertissement de Naomi assis entre nous. À 23h17 ce soir-là, le premier coup frappa la porte d'entrée. Cali apparut en haut des escaliers pendant que je traversais le couloir. La voix de Beverly traversa le bois avant que je n'y arrive. C'est notre sang, vous n'avez aucun droit de nous l'enlever. La phrase ramena l'odeur des lys funéraires dans ma gorge. Craig cria ensuite. Nous voulons seulement sauver le verger de Tessa. Ouvrez la porte. Je mis la chaîne de sécurité et entrebâillai la porte de quelques centimètres. Beverly se tenait sous la lumière du porche dans un manteau crème. Craig tenait un dossier en cuir contre sa poitrine. Vous devez partir, dis-je. Beverly essaya de regarder par-dessus mon épaule. Cali, ma chérie. Nous avons fait des erreurs. Ta place est auprès de ta vraie famille. Cali était arrivée à mi-chemin des escaliers. Elle ne s'approcha pas. Qu'est-ce que vous avez besoin que je signe? Les yeux de Craig se tournèrent vers Beverly. Il avait préparé des documents, des arguments et probablement tout un discours, mais il ne s'était pas préparé à ce que Cali commence par la seule question qui comptait. C'est plus important qu'une signature, dit-il. Le verger a soutenu notre famille et des dizaines de travailleurs pendant des générations. Ça n'a pas répondu à sa question, dis-je. Craig souleva le dossier. L'offre d'achat expire peu après son anniversaire. Si elle coopère, les dettes peuvent être payées et la propriété peut être transférée sans problème. Cali descendit une autre marche. Et si je ne le fais pas? Craig la regarda directement pour la première fois. Sans ta signature, la vente capote. Et si la vente capote, le verger pourrait mourir avec elle. Cali ferma la main autour de la médaille en laiton. Pendant 11 ans, elle avait été la preuve que sa mère avait planté quelque chose pour elle. Ce soir-là, elle commençait à ressembler à une responsabilité que tout le monde s'attendait à ce qu'elle porte. Sans votre signature, la vente capote, répéta Craig, et si la vente capote, le verger pourrait mourir avec elle. Vous devez quitter ma propriété, dis-je.
Beverly ouvrit la bouche, mais je gardai la main sur la porte et regardai directement Craig. Vous êtes venu ici après 11 heures du soir, vous avez effrayé une jeune fille de 17 ans et apporté des papiers qu'elle n'a pas examinés avec son avocate. Partez maintenant, ou j'appelle la police et je leur demande de vous faire partir. La mâchoire de Craig se serra. Un instant, je crus qu'il allait me tester. Puis Beverly toucha son bras. Pas comme ça, murmura-t-elle. Sa colère disparut si vite que j'ai failli lui faire confiance. Ses épaules s'affaissèrent, et quand elle regarda par-dessus mon épaule vers Cali, son visage parut plus vieux qu'il ne l'était sous les lumières du salon funéraire. Nous avons fait une terrible erreur, dit-elle. Je sais ce que j'ai dit après la mort de ta mère. Je l'entends dans ma tête tous les jours depuis. Cali avait atteint le bas de l'escalier, mais restait dans le couloir. Alors, pourquoi n'avez-vous pas appelé? Beverly tressaillit. Parce que la honte s'alourdit plus on la porte. Au bout d'un moment, je ne savais plus comment revenir. Ça ne vous a pas arrêté ce soir, dis-je. Craig me lança un regard d'avertissement, mais Beverly continua de parler à Cali. Ta mère se tenait pieds nus dans la cuisine quand elle faisait de la pâtisserie, dit-elle, même en hiver. Elle disait que les chaussures l'empêchaient de réfléchir. L'expression de Cali changea. Tessa avait fait ça dans ma cuisine aussi. Elle enlevait ses chaussures avant d'ouvrir un livre de recettes, puis ignorait la moitié des instructions et laissait de la farine partout. Je n'avais jamais raconté ce détail à Cali. Beverly vit qu'elle l'avait touché. J'ai des photographies, dit-elle, des recettes de son écriture, des choses qui t'appartiennent. Craig plaça une main sous son coude et la guida loin du porche. Avant de partir, il leva le dossier en cuir. J'enverrai le résumé financier à Naomi demain. La dette est réelle. Quoi que vous pensiez de nous, des gens perdront leur emploi si ça tourne mal. Cali les regarda monter dans la voiture. Elle ne me demanda de fermer la porte qu'après la disparition de leur phare. Le lendemain matin, Naomi a transmis le résumé promis par Craig. Je m'attendais à des chiffres gonflés et à des menaces vagues. Au lieu de cela, les documents montraient des prêts d'équipement, une faible récolte, des coûts de main-d'œuvre en hausse et une ligne de crédit garantie par une partie de la propriété. Le verger ne s'effondrait pas cet après-midi-là, mais Craig n'avait pas inventé le danger. Je fermai le dossier. Ça ne change rien. Cali était assise en face de moi à la table de la cuisine. Ça change le fait qu'il mentait ou non. Il est venu chez nous au milieu de la nuit. Je sais ce qu'il a fait. Il n'y a aucune raison de le rencontrer. Elle m'étudia pendant plusieurs secondes. As-tu le droit de décider ça? Je suis toujours ta tutrice légale. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La question me serra la poitrine. Pendant 11 ans, j'avais été la personne qui décidait quel thérapeute appeler, quelle réunion scolaire nécessitait un avocat et quels parents pouvaient être autorisés à l'approcher. Chacun de ces choix avait semblé nécessaire à l'époque. Cali posa les paumes sur la table. Naomi a dit que je devrais comprendre ce qu'ils veulent avant de décider quoi que ce soit. Ils veulent ton consentement. Peut-être, mais mamie savait aussi quelque chose sur maman que je ne savais pas. Ça ne la rend pas sûre. Non, mais ça fait d'elle quelqu'un qui a connu ma mère avant nous deux. Je voulais dire que Beverly avait perdu le droit de partager ses souvenirs en traitant Cali de fardeau. Les mots auraient été satisfaisants, mais ils n'auraient pas répondu à la question de Cali. J'ai appelé Naomi. Nous avons convenu d'un déjeuner dans un restaurant calme près de son bureau. Naomi serait présente, aucun document ne serait signé, et la conversation prendrait fin si Beverly ou Craig faisaient pression sur Cali. J'ai donné les règles à Cali en chemin. Tu n'as pas à répondre à quoi que ce soit. Tu n'as pas à promettre une autre réunion. Si tu veux partir, serre ma main. Je peux dire que je veux partir. Je sais. Alors, laisse-moi le dire. J'ai hoché la tête, bien que chaque partie de moi voulait un signal privé que seul moi pourrais reconnaître. Beverly arriva, portant une boîte d'archives plates. Craig apporta un autre dossier mais le laissa fermer à côté de sa chaise, après que Naomi lui eut rappelé que le déjeuner n'était pas une réunion d'affaires. Pendant les premières minutes, personne ne savait quoi dire. Puis Beverly ouvrit la boîte. La première photo montrait Tessa à 8 ans, une dent de devant en moins, assise sur le capot d'un vieux pick-up. La suivante la montrait en uniforme de softball au lycée. Dans une autre, elle se tenait sous des rangées de pommiers en fleurs blanches, les mains levées comme si elle attrapait la neige.
Callie toucha le bord de cette photo. Je souris comme ça. Tu as ses yeux aussi, dit Beverly. Tout le monde lui disait qu'ils étaient trop sérieux quand elle était jeune. Callie me regarda, puis se retourna vers la photo. Il y avait des parties de Tessa que j'avais connues intimement, mais je n'avais pas connu l'enfant sur ces images. Pour la première fois, Callie regardait une histoire que je ne pouvais pas lui raconter. Beverly sortit une fiche de recette jaunie. Ta mère a changé ma recette de beurre de pomme quand elle avait 16 ans. Elle a ajouté de l'écorce d'orange et a refusé d'admettre que c'était meilleur. Callie sourit malgré elle. J'aurais dû venir plus tôt, dit Beverly. Nous étions en deuil, Craig essayait de maintenir le verger à flot, et je pouvais à peine entrer dans la chambre de Tessa sans m'effondrer. L'excuse semblait sincère jusqu'à ce qu'elle devienne une justification. Callie l'entendit aussi. J'étais en deuil. Beverly baissa les yeux. Oui, tu l'étais. Craig orienta la conversation vers le verger. Il décrivit les réparations d'irrigation, la dette sur l'équipement et les familles qui dépendaient du travail saisonnier. Il parla sans exagération, ce qui rendit son argument plus difficile à rejeter. Si la vente se conclut, dit-il, les prêts sont remboursés, les travailleurs reçoivent ce qui leur est dû, et personne ne perd tout dans une saisie. Il ne s'agit pas de prendre la fiducie de Callie. Sa part reste protégée. Naomi croisa les mains. Le fiduciaire n'a pas terminé son examen indépendant. Je comprends, dit Craig à Callie. As-tu eu le droit de parler seul avec le fiduciaire? C'était la première question personnelle qu'il lui avait posée. Pas où elle allait à l'école, pas ce qu'elle prévoyait après le diplôme, pas si elle avait encore des crises de panique ou se souvenait de la voix de sa sœur. Callie le remarqua. J'ai parlé avec mon avocate, dit-elle. Craig jeta un coup d'œil à Naomi. Le fiduciaire devra savoir que Callie comprend les conséquences. Et Callie aussi, répliqua Naomi. Beverly plongea à nouveau dans la boîte et en sortit une photo d'un jeune pommier frêle, attaché à un piquet en bois. Tessa se tenait à côté, tenant un nourrisson emmailloté. Ça a été pris le jour où nous avons planté ton arbre, dit Beverly. Le 26 avril. 3 jours après ton retour de l'hôpital. Callie regarda la médaille en laiton suspendue à un cordon à l'intérieur de sa chemise. Beverly sourit tristement. Dans 6 semaines, mardi, tu auras 18 ans. J'aimerais te montrer l'arbre avant ça. La précision de la date flottait au-dessus de la table. Le 17e anniversaire de Callie était passé sans carte ni appel téléphonique. Beverly avait manqué 11 Noël et chaque étape scolaire, mais elle savait exactement combien de semaines il restait avant que la disposition de la fiducie ne change. Tu peux visiter le verger, continua Beverly. Tu devrais voir où ta mère a grandi avant que quiconque te demande de décider de son avenir. Callie n'est pas prête pour ça, dis-je. Tous les 4 me regardèrent. Le visage de Callie devint impassible. Tu l'as encore fait. J'essaie d'empêcher que les choses n'aillent trop vite. Craig dit que je ne comprends pas les affaires, Mamie dit que j'ai besoin de ma vraie famille, toi tu dis que je ne suis pas prête. Chacun a une raison différente, mais vous continuez tous à décider de ce que je peux supporter. Ce n'est pas juste. Non, dit-elle doucement, ça ne l'est pas. Le déjeuner se termina peu après. Beverly demanda à Callie de garder les photos, mais Callie n'accepta que des copies. Craig n'ouvrit pas son dossier. Cette tenue m'inquiéta plus qu'une autre dispute ne l'aurait fait. Dans la voiture, je dis à Callie que la réunion avait confirmé mes craintes. Craig avait posé des questions sur le fiduciaire avant de s'enquérir de sa vie. Beverly se souvenait de la date où son consentement compterait, mais pas des anniversaires où Callie avait eu besoin d'elle. J'ai vu tout ça, dit Callie. Alors tu comprends pourquoi la visite du verger est une mauvaise idée. J'ai aussi vu l'écriture de ma mère. J'ai vu à quoi elle ressemblait à mon âge. Pourquoi agis-tu toujours comme si tout ce qu'ils me donnent faisait automatiquement partie de leur plan? Parce qu'ils utilisent ces choses pour t'atteindre. Et toi, tu utilises ce qu'ils ont fait il y a 11 ans pour m'empêcher de découvrir quoi que ce soit de nouveau. Elle se tourna vers la fenêtre et ne parla plus. 2 jours plus tard, une enveloppe arriva, adressée à Callie de l'écriture soignée de Beverly. Je restai dans la cuisine avec elle pendant plusieurs minutes. Je savais que la chose à faire était de la poser à côté de l'assiette du petit déjeuner de Callie et de la laisser décider de l'ouvrir ou non. Au lieu de cela, j'imaginais la voix de Beverly entrer à nouveau dans notre maison. J'imaginais Callie acceptant de visiter le verger avant que Naomi ne puisse la préparer.
J'imaginais perdre 11 ans de confiance à cause d'une femme qui avait apporté des photos à un déjeuner. J'ouvris le tiroir où je gardais les formulaires d'assurance et les documents universitaires, puis je plaçai l'enveloppe scellée en dessous. Je me suis dit que je la donnerais à Cali après qu'elle aurait parlé à son thérapeute. Je me suis dit qu'attendre n'était pas la même chose que cacher. Ce soir-là, Cali me trouva debout au comptoir de la cuisine, comptant les semaines restantes sur le calendrier sans m'en rendre compte. « Pourquoi tout le monde fait le décompte jusqu'à mon anniversaire ?» demanda-t-elle. Je la regardai sans rien dire. Derrière moi, dans le tiroir fermé, la lettre non ouverte de Beverly attendait, avec le nom de Cali écrit dessus. 2 semaines après notre première rencontre avec Naomi, à exactement 4 semaines de son 18e anniversaire, j'ai conduit Cali au verger Monroe. La visite n'avait été ni la décision de Beverly, ni la mienne. Cali en avait discuté avec son thérapeute, puis avait demandé à Naomi d'arranger des conditions claires. Nous resterions 2 heures, aucun document ne serait signé, Craig pourrait expliquer l'affaire, mais tous les dossiers financiers qu'il mentionnerait devraient être envoyés à Naomi par la suite. J'ai accepté, car refuser aurait prouvé la chose même dont Cali m'avait accusé. Le verger apparut derrière une crête basse, des rangées d'arbres verts fatigués s'étendant vers une station de conditionnement usée par le temps. La lumière du soleil de fin d'été reposait sur les feuilles, mais le sol en dessous était sec et poudreux. L'air sentait les pommes chaudes, la poussière et le vieux bois. Quelque part derrière le bâtiment, des caisses vides s'entrechoquaient avec des coulants et creux. L'endroit était beau, mais il n'était pas sain. Plusieurs rangées avaient des arbres manquants, un tuyau d'irrigation gisait à découvert à côté d'une tranchée, rafistolée à 3 endroits. Un tracteur n'avait pas de pneus arrière. Craig n'avait pas inventé les problèmes du verger pour nous. Beverly attendait près de la ferme. Elle n'essaya pas de serrer Cali dans ses bras. Pour une fois, elle semblait comprendre que tendre la main trop vite pourrait faire reculer Cali. « Je pensais qu'on pourrait commencer à l'intérieur, » dit-elle. « La chambre de ta mère est presque comme elle l'a laissée. » Cali toucha la médaille en laiton sous sa chemise. « Vous l'avez gardée pendant 11 ans ?»« Je l'ai gardée plus longtemps que ça. » La ferme sentait la cannelle, le poli à meubles et la légère humidité d'un vieux bâtiment. Des photos de famille couvraient le couloir. Tessa apparaissait partout, enfant avec des genoux écorchés, adolescente en uniforme de softball, jeune femme tenant un plateau de tarte difforme. Cali ralentit devant chaque photo. Sur l'une d'elles, Tessa se tenait la tête légèrement inclinée en souriant. Cali faisait la même chose quand elle essayait de ne pas rire. Sur une autre, Tessa était assise en tailleur sur une marche de Porsche, enroulant un fil lâche autour de son doigt. Cali baissa les yeux et réalisa qu'elle faisait exactement la même chose avec l'ourlet de sa chemise. Pendant la majeure partie de sa vie, la ressemblance avait été quelque chose que les autres mentionnaient et que je ne pouvais pas prouver. Dans ce couloir, elle devint visible. Beverly ouvrit une chambre étroite au bout du 2e étage. Des étoiles délavées avaient été peintes au plafond. Des marques de croissance grimpaient sur un côté du cadre de la porte, chacune étiquetée avec l'âge de Tessa. Cali posa ses doigts à côté de la ligne marquée « 17 ». Elle était plus petite que moi. Elle détestait ça, dit Beverly. Craig mettait des choses sur l'étagère la plus haute juste pour la faire demander de l'aide. Un petit cheval de bois se tenait sur la commode. Cali le prit avec précaution. Elle a sculpté ça en cours de techno, continua Beverly. Elle s'est coupé le pouce si profondément que le professeur m'a appelé au travail. Elle a refusé les points de suture parce que Craig lui avait dit qu'il lui coudrait toute la main. Cali sourit. Ce n'était pas le sourire poli qu'elle utilisait quand les adultes partageaient des souvenirs qu'elle se sentait obligée d'apprécier. Celui-ci arriva avant qu'elle ne puisse le contrôler. Je me sentis soulagée, puis honteuse de ce soulagement. Pendant 11 ans, j'avais essayé de maintenir Tessa présente à travers des histoires et des photographies, mais je n'avais connu que la femme qu'elle était devenue. Beverly connaissait l'enfant que Cali n'avait jamais été autorisée à rencontrer. Cali ouvrit le placard. Une veste en jean était suspendue au fond, avec les initiales de Tessa écrites à l'intérieur du col. « Je peux l'essayer ?» Beverly hocha la tête. Les manches étaient légèrement courtes, mais la veste se posa sur les épaules de Cali comme si elle l'avait attendu. Elle se regarda dans le miroir et, un instant, je les vis toutes les deux. « C'est étrange, dit-elle. » Étrange dans le mauvais sens ? Demandai-je. Cali secoua la tête. Comme si je reconnaissais quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Les yeux de Beverly s'emplirent de larmes,
mais elle se détourna avant qu'elle ne tombe. Son chagrin était réel. C'est ce qui la rendait plus difficile à rejeter. Quand nous sommes ressortis, Beverly remarqua le cordon autour du cou de Callie. « C'est la médaille du verger ?» Callie la souleva à la lumière du soleil. Beverly lut le numéro gravé et nous fit passer devant la station de conditionnement, vers les rangées ouest. Le sol devint plus accidenté sous nos pieds. Des pommes tombées ramollissaient dans la poussière, une odeur sucrée et légèrement fermentée. Nous nous sommes arrêtés près d'un vieil arbre dont le tronc s'était fendu bas et avait cicatrisé autour de la blessure. Un petit marqueur métallique restait près de ses racines, portant le même numéro que la médaille de Callie. « Ta mère a planté ça 3 jours après ton retour de l'hôpital, » dit Beverly. Craig a creusé le trou. Tessa a dit qu'il l'avait fait trop peu profond et a tout refait après son départ. Callie pressa sa paume contre l'écorce. Il a l'air endommagé. Il a survécu à un gel il y a 6 ans, répondit Beverly. On pensait qu'on allait le perdre. Callie leva les yeux à travers les branches. Quelques pommes rouges pendaient au-dessus d'elle. Il est resté, murmura-t-elle. Craig nous rejoignit là. Il avait troqué la chemise repassée qu'il portait au déjeuner pour des vêtements de travail tachés de terre. Le choix était peut-être délibéré, mais l'épuisement sur son visage ne l'était pas. Il nous fit traverser la partie la plus ancienne du verger et expliqua comment la propriété était passée par 4 générations. Il nous montra la conduite d'irrigation cassée, le hangar à matériel et un champ qui n'avait presque rien produit cette année-là. La vente réglerait les prêts, dit-il. Les travailleurs seraient payés, et chaque part de propriété recevrait sa juste valeur. Tout le monde aurait la chance de recommencer, sans attendre que la banque décide pour nous. Callie regarda les rangées. Est-ce que tout doit être vendu? Craig ne répondit pas immédiatement. Pourriez-vous vendre une partie du terrain, continua-t-elle, ou en louer une partie, ou garder les arbres qui produisent encore? Nous avons étudié toutes les options réalistes. Ce n'est pas la même chose que non. Son expression se durcit. L'entreprise est compliquée, Callie. Vendre des portions créerait des problèmes d'accès, de droit sur l'eau et de fiscalité. Les adultes qui gèrent cet endroit ont passé des années à essayer de résoudre ça. Naomi nous avait averti de remarquer les réponses qui sonnaient complètes sans fournir de preuves. Alors, envoyez-lui les dossiers qui le prouvent, dis-je. J'en ai l'intention. Un homme plus âgé s'approcha, portant une caisse en bois. Craig le présenta comme Walter Ruiz, qui travaillait au verger depuis avant que Tessa ne parte à l'université. Walter enleva sa casquette en voyant Callie. « Je me souviens de votre mère vous portant à travers ces rangées, dit-il. Merci d'être venu. Beaucoup de familles dépendent de ce qui se passe ici. » Le visage de Callie changea sous le poids de sa gratitude. Elle était entrée dans le verger en croyant que la décision concernait la propriété, les dettes et des gens qui l'avaient abandonnée. Walter donnait des visages à ces chiffres. « Je n'ai encore rien décidé, dit-elle. »« Je sais, répondit-il. Je suis seulement heureux que vous soyez venu voir. » Après son départ, Craig l'observa attentivement. « Tu aurais mérité de connaître cet endroit plus tôt, dit-il. Angela aurait dû t'amener. »« Elle me protégeait, répondit Callie, bien que les mots manquaient de certitude. »« Du verger? De vous ?» Craig accepta cela sans se défendre. Peut-être que nous l'avons mérité. Mais la protection peut devenir une porte verrouillée si une seule personne en détient la clé. Je m'interposai entre eux avant de réaliser que j'avais bougé. Ne transformez pas ma tutelle en argument de vente. J'ai posé une question à Callie. Non, vous avez planté une accusation. Craig regarda par-dessus mon épaule. Que veux-tu, Callie? Elle veut les dossiers complets avant que quiconque lui demande de prendre une décision. Callie ferma brièvement les yeux. Craig le remarqua. Beverly aussi. Je lui ai demandé, dit-il. Je ne vous laisserai pas la coincer. Je peux répondre, dit Callie. Tu n'as pas à le faire. Sa voix devint plus vive. C'est encore une réponse que tu as choisie pour moi. Craig croisa les bras. Vous voyez pourquoi nous craignons qu'elle n'ait entendu qu'une seule version. Et vous voyez pourquoi je ne vous fais pas confiance, répliquai-je. Callie serra plus fort la veste de Tessa autour d'elle. Vous dites tous les deux que vous me protégez. L'un de vous veut que je signe, et l'autre continue de me dire ce que je veux avant que je ne parle. Je cessai de discuter. Callie fit face à Craig.
Envoyez tout à Naomi. Les dettes, l'offre, l'accord d'exploitation et toutes les alternatives que vous avez envisagées. Craig hocha lentement la tête. Certains de ces dossiers sont difficiles à comprendre. Alors je prendrai le temps de les comprendre. Sur le chemin du retour, Callie regarda les arbres disparaître derrière nous. Je croyais que la visite avait exposé le jeu de Craig. Il avait utilisé les travailleurs, l'histoire familiale et le souvenir de Tessa pour faire d'une décision commerciale une obligation morale. Callie, elle, avait vu autre chose aussi. À la maison, elle monta sans un mot. Je restais dans la cuisine, rejouant chaque moment où j'aurais dû me taire, et chaque moment où Craig avait utilisé ma peur contre moi. 10 minutes plus tard, j'entendis un tiroir se fermer. Callie revint avec son certificat de naissance, ses formulaires pour l'université, et l'enveloppe scellée que Beverly avait envoyée. Elle posa la lettre sur la table entre nous. Quand est-ce que c'est arrivé? Il n'y avait aucune réponse qui pouvait me protéger de ce que j'avais fait. Avant la visite du verger, dis-je. Tu savais que c'était pour moi? Oui. Naomi t'a dit de la cacher? Non. Mon thérapeute? Non. Callie regarda l'enveloppe non ouverte, puis moi. Son visage ne montrait aucune de la panique que j'avais passé 11 ans à apprendre à gérer. Ce que je vis était plus calme, et pire. Tu ne me protèges pas, dit-elle. Tu filtres ma vie. Tu filtres ma vie. Les mots de Callie restèrent entre nous, tandis que la lumière de fin d'après-midi se déplaçait sur la table de la cuisine. L'enveloppe s'élégisait à côté de son certificat de naissance et de ses formulaires universitaires, son nom écrit dessus de l'écriture soignée de Beverly. Je voulais lui dire que j'avais seulement prévu de la garder quelques jours. Je voulais lui rappeler que Beverly l'avait abandonnée, que Craig avait besoin de son consentement et que chacun de mes instincts tentait de l'empêcher d'être utilisé. Au lieu de cela, je dis, je l'ai cachée parce que j'avais peur qu'elle te blesse à nouveau. Les yeux de Callie restèrent sur l'enveloppe. Alors tu as décidé que je n'avais pas besoin de savoir qu'elle existait. Oui. Combien d'autres choses as-tu décidé que je n'avais pas besoin de savoir? La question était plus difficile, car je n'avais pas de chiffres. J'avais décliné des invitations avant de les mentionner. J'avais répondu à des questions lors de rendez-vous parce que Callie mettait trop de temps et que les gens s'impatientaient. J'avais dit au professeur qu'elle n'assisterait pas au voyage scolaire avec nuitée avant de lui demander si elle voulait essayer. Chaque choix avait commencé comme une protection. Avec le temps, j'avais cessé de remarquer quand la protection était devenue une permission que je m'accordais. Je ne sais pas, admis-je. Plus que je n'aurais dû. Callie leva les yeux. La colère aurait été plus facile. Ce que je vis, c'était de la déception. Le genre de déception silencieuse qui réorganise une relation sans élever la voix. Tu savais pour les 900 000 $? Je savais que la fiducie existait. Je savais qu'elle possédait une partie du verger. Le rapport disait que la participation était illiquide et n'avait pas de valeur marchande fiable. Je ne savais pas ce qu'elle valait avant que Naomi ne nous appelle. Tu n'as jamais vu un autre chiffre? Non. Elle sonda mon visage, puis se tourna vers le dossier que Naomi nous avait donné. Les anciens avis de fiducie étaient à l'intérieur, décrivant chacun la même participation et le manque de revenus distribuables. Naomi avait expliqué l'évaluation devant nous deux. Callie me crut, mais la croyance ne réparait pas ce que j'avais fait. Elle ouvrit l'enveloppe de Beverly. La première page était une excuse. Beverly écrivait que le deuil l'avait rendue froide et lâche, qu'elle avait répété la phrase des funérailles dans son esprit pendant 11 ans et s'était détestée à chaque fois. Elle n'écrivait pas qu'elle avait oublié Callie, elle écrivait que la honte avait rendu chaque année de silence plus difficile à franchir. 3 photographies glissèrent sur la table. L'une montrait Tessa endormie sur un canapé, avec Callie bébé contre sa poitrine. Une autre montrait le verger en fleurs. La troisième était un gros plan de la main de Tessa tenant la même médaille en laiton que Callie portait maintenant autour de son cou. La dernière page invitait Callie à revenir au verger. Beverly proposait de lui montrer les albums de famille, les cahiers d'école de Tessa et l'endroit où Daniel l'avait demandé en mariage. Elle ne mentionnait ni la vente, ni la fiducie, ni le consentement dont Craig avait besoin. Cette omission rendait la lettre plus difficile à juger. Si elle m'avait demandé de signer quelque chose, je saurais ce que c'est, dit Callie. Elle sait qu'il ne faut pas mettre ça par écrit. Ou peut-être qu'elle veut me connaître. Les deux peuvent être vrais. Callie plia la lettre le long de son pli d'origine.
J'ai besoin de lui parler sans que tu répondes pour moi. La peur monta si vite que j'ai failli refuser avant qu'elle ne finisse de parler. Elle utilisera ta mère contre toi. Alors, j'ai besoin de l'entendre le faire. Tu n'as rien à prouver en la laissant te faire du mal. Et tu n'as pas à me protéger en contrôlant chaque conversation. Je pressai mes deux mains contre le bord de la table. Naomi doit l'organiser, ou le docteur Patel peut t'aider à fixer des limites d'abord. Pas de trajet en voiture privée, pas de papier et pas de conversation sur la vente sans ton avocate. Cali examina les conditions. C'est juste. Le fait qu'elle les ait qualifiées de « juste », plutôt que de m'accuser d'une autre porte verrouillée me dit qu'elle n'essayait pas de m'échapper. Elle essayait d'avoir de l'espace dans la vie que nous partagions. Elle monta l'enveloppe à l'étage et ferma la porte de sa chambre. Elle ne fit pas de sac, ne menaça pas de partir. D'une manière ou d'une autre, le clic silencieux du loquet m'effraya plus que le sac à dos bleu délavé ne l'avait jamais fait. J'ai mal dormi et suis allé à l'atelier tôt le lendemain matin. Craig arriva avant que j'aie fini de déverrouiller la porte arrière. Il portait une chemise de travail propre et un mince porte-document. Il ne demanda pas si Cali avait lu la lettre de Beverly. Je pensais que nous devrions parler sans public, dit-il. Je ne discute pas de Cali sans son avocate. Il s'agit de vous. Cela aurait dû me faire le renvoyer. Au lieu de cela, je le laissai se tenir près de l'établi avant, tout en gardant la porte ouverte derrière lui. Craig posa un accord de 4 pages sur le bois cicatrisé entre nous. Il le décrivit comme un remboursement, pas un paiement. Une fois la vente du verger conclue, la famille Monroe me dédommagerait pour une partie des frais de thérapie, de soutien scolaire et autres soins de Cali des 11 dernières années. Le montant était suffisant pour rembourser mon prêt commercial et remplacer chaque pièce d'équipement que j'avais réparé 2 fois. Que voulez-vous en retour? Demandai-je. Rien de déraisonnable. Vous reconnaissez publiquement que la vente sert les meilleurs intérêts de Cali. Vous l'encouragez à donner son consentement éclairé une fois qu'elle aura 18 ans. Vous cessez de nous dépeindre comme des étrangers essayant de la voler. Vous êtes des étrangers pour elle. Nous sommes sa famille. Vous vous en êtes souvenu quand vous aviez besoin de l'unanimité. Sa bouche se serra, mais sa voix resta contrôlée. Vous avez supporté des dépenses qui n'auraient jamais dû être les vôtres. Ceci rétablit la situation. Prendre soin de quelqu'un n'est pas une dette. Tout a un coût, Angela. La thérapie a coûté de l'argent, l'école a coûté de l'argent. Votre temps a coûté de l'argent. Prétendre le contraire ne vous rend pas noble. Je repoussai l'accord vers lui. Je ne l'ai pas élevé à crédit. Craig ne le ramassa pas. Vous devriez réfléchir avant de refuser. Le verger n'est pas la seule chose que vous pourriez perdre. Je le fixai. Est-ce une menace? C'est une observation. Cali a presque 18 ans. Elle veut des réponses que vous ne pouvez pas lui donner. Elle veut un lien avec sa mère que vous ne pouvez pas lui fournir. Vous continuez à insister sur le fait qu'il s'agit de la protéger, mais je pense que vous êtes terrifié qu'elle nous rencontre et réalise qu'elle n'a plus besoin de vous. Les mots trouvèrent la partie de moi que j'avais passé 11 ans à refuser de nommer. J'avais imaginé Cali allant à l'université, construisant une vie et devenant indépendante. J'avais encouragé chaque pas dans cette direction. Pourtant, chaque fois qu'elle tendait la main vers quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, la peur transformait mes mains en porte verrouillée. Craig vit qu'il avait touché quelque chose de vrai. Ça ne vous donne pas raison, dis-je. Non, ça vous rend humaine. Je pris l'accord de l'établi et le plaçai dans le tiroir de mon bureau. L'expression de Craig s'adoucit de satisfaction. Vous reconsidérez? Je garde une preuve de la pression que vous exercez sur une bénéficiaire par l'intermédiaire de sa tutrice. La satisfaction disparut. Je fermai le tiroir et tendis la main vers la sortie. Vous pouvez partir maintenant. Quand je suis rentré à la maison, Cali était à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. Elle avait contacté Naomi elle-même. J'ai demandé tout ce que j'ai le droit de consulter, dit-elle. Le résumé complet de la fiducie, l'accord d'exploitation, l'évaluation et toutes les communications sur la vente. Je posai mes clés. C'était la bonne chose à faire. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme si elle attendait que j'ajoute des instructions. Je ne le fis pas. Naomi a aussi dit que maman a laissé un enregistrement, continua Cali. Il y a une transcription avec. Mon souffle se coupa. Je ne le savais pas.
Elle a dit qu'il était conservé jusqu'à ce que j'approche de l'âge adulte et que je demande moi-même mon dossier complet. Tu ne l'as jamais entendu? Non. Cali tourna l'ordinateur portable pour que je puisse voir le formulaire de demande électronique. Sa signature attendait déjà en bas. Elle nous veut à son bureau demain. Je dois signer ça avant qu'elle ne puisse le donner. Je m'assis en face d'elle mais ne tendis pas la main vers l'ordinateur. Tu veux que je sois là quand tu l'écouteras? Les doigts de Cali reposèrent sur le trackpad. Pour une fois, je ne sentis pas le silence pendant qu'elle cherchait une réponse. Je ne sais pas encore, dit-elle. D'accord. Elle signa la demande. Le lendemain après-midi, Naomi plaça un haut-parleur entre nous, dans le même bureau où l'évaluation avait tout changé. Cali avait décidé que je pouvais rester, mais elle me demanda de m'asseoir sur la chaise près de la fenêtre plutôt qu'à côté d'elle. Naomi confirma que Tessa avait enregistré le message durant ces dernières semaines. Elle avait aussi préparé une transcription au cas où l'audio serait endommagé. Ni Naomi ni moi n'avons expliqué ce que Cali pourrait entendre. Cali toucha la médaille en laiton sous sa chemise et hocha la tête. Naomi appuya sur lecture. Il y eut un léger bruissement, suivi d'une respiration que je n'avais pas entendue depuis 11 ans. Puis la voix de Tessa remplit la pièce. Si tu entends ça, c'est que quelqu'un a probablement trouvé une raison de t'appeler à nouveau « famille ». Au moment où Naomi appuya sur lecture, il ne restait que 10 jours avant le 18e anniversaire de Cali. La voix de Tessa sortit du haut-parleur, mince et fatiguée, mais indubitablement la sienne. La première phrase laissa Cali fixant la table. Si tu entends ça, c'est que quelqu'un a probablement trouvé une raison de t'appeler à nouveau « famille ». Il y eut un bruissement dans l'enregistrement, suivi d'un petit rire. Je me souvenais de ce rire. Tessa l'utilisait chaque fois qu'elle avait peur et essayait de faire paraître cette peur anodine. « Salut, mon bébé », continua-t-elle. Tu n'es probablement plus un bébé, et tu détestes sûrement qu'on t'appelle comme ça. Je suis désolé. Je ne connais que la version de toi qui laisse des tranches de pommes sous son oreiller parce qu'elle pense que les rêves ont faim. Cali couvrit sa bouche. J'avais oublié les tranches de pommes. Pendant des mois après la mort de Daniel, Tessa les avait trouvées sous l'oreiller de Cali chaque matin. Cali avait été trop jeune pour s'en souvenir clairement, mais sa mère avait porté ce détail pour elle. Tessa lui dit que le besoin de calme ne la rendait pas faible. Prendre plus de temps pour répondre ne signifiait pas qu'elle ne comprenait pas. Si les gens la pressaient, elle avait le droit de demander du temps. Si quelqu'un prétendait qu'une décision était urgente, elle devait se demander à qui cette urgence profitait. Ne signe rien parce que quelqu'un pleure, dit Tessa. Ne dis pas oui parce que quelqu'un te rappelle ce qu'il a perdu. Leur chagrin est réel, mais il ne t'appartient pas de le porter. Les larmes de Cali commencèrent avant que Tessa ne mentionne le verger. Durant les derniers mois de Tessa, Beverly et Craig avaient rarement proposé de rester avec Cali. Ils avaient parlé de travail, d'espace, des coûts de la thérapie et de la difficulté de changer les habitudes de l'enfant. Puis, pendant que Tessa était en traitement, ils étaient venus à l'hôpital avec des papiers concernant les vergers Monroe. Craig voulait qu'elle approuve des changements qui faciliteraient le refinancement. Beverly s'était assise à côté du lit et lui avait dit que les membres de la famille devaient parfois se sacrifier pour la survie de tous. J'étais malade, dit Tessa dans l'enregistrement. J'étais effrayée, et ils m'ont demandé de protéger le verger avant que l'un ou l'autre ne propose de t'emmener à l'école. Naomi ne bougea pas, Cali baissa la main de sa bouche et écouta sans essuyer son visage. Tessa expliqua que Craig n'était pas un monstre. Il aimait le verger parce que c'était la seule chose dans sa vie qui ne partait jamais. Beverly aimait ses enfants, mais elle confondait parfois aimer une famille avec protéger son nom. Leurs sentiments pouvaient être sincères, tandis que leur choix était toujours mauvais. C'est ce qui rend cela difficile, dit Tessa. Les gens n'ont pas besoin de mentir sur tous leurs sentiments pour t'utiliser. Ma poitrine se serra. Puis Tessa prononça la phrase qu'elle avait préservée pour une fille qu'elle ne verrait jamais grandir. Ne donne pas ma fille à des gens qui ne l'appellent « famille » que lorsqu'elle a quelque chose qu'ils veulent. Cali se pencha en avant, pressant ses deux mains sur son visage. Le son qui s'en échappa était petit et brisé, rien à voir avec les pleurs contrôlés que j'avais entendus aux funérailles. C'était un chagrin qui arrivait 11 ans en retard, parce que sa mère ne parlait plus à une enfant de 6 ans. Elle parlait à la jeune femme que Cali était devenue. Je voulais m'asseoir à côté d'elle, mais elle m'avait demandé de m'asseoir près de la fenêtre. Je restais où j'étais. L'enregistrement continua.
Angela, si tu es là, je sais que tu as tenu ta promesse. Tu restes toujours quand les choses deviennent compliquées. C'est pour ça que je t'ai choisi. Mes yeux se fermèrent. Mais elle n'est pas une promesse que tu possèdes. Ne la protège pas si bien qu'elle n'ait jamais l'occasion de choisir quelque chose de dangereux. Ne réponds pas à chaque question parce que tu as peur que quelqu'un d'autre lui donne la mauvaise réponse. Quand elle sera assez grande, dis-lui ce que tu sais. Dis-lui ce que tu ne sais pas. Puis, laisse-la décider. La honte que j'avais ressentie quand Callie avait trouvé la lettre de Beverly revint avec plus de force. Tessa m'avait fait confiance parce que je restais, mais elle avait aussi compris exactement comment rester pouvait se transformer en retenir trop fort. Si Callie choisit des gens en qui tu n'as pas confiance, aide-la à voir clair. Si elle choisit une vie qui l'éloigne de toi, laisse-la partir en sachant qu'elle peut revenir. L'amour devrait lui offrir un foyer, pas un monde plus étroit. Tessa s'arrêta pour reprendre son souffle. Callie, tu n'auras jamais à choisir entre m'aimer et aimer Angela. Tu n'auras jamais à prouver que tu appartiens à un endroit en donnant à qui que ce soit de l'argent, des terres, du pardon ou une seconde chance. Pose des questions. Prends ton temps. Laisse les gens te montrer qui ils sont quand tu leur dis non. L'enregistrement se termina avec Tessa disant qu'elle aimait Callie 3 fois, la dernière à peine audible. Personne ne parla jusqu'à ce que Naomi se penche et arrête le sifflement vide du haut-parleur. Callie essuya ses joues avec ses 2 mains. Elle savait. Elle a reconnu un schéma, dit Naomi. Ça ne veut pas dire qu'elle savait exactement ce qui se passerait 11 ans plus tard. Callie me regarda. Tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Chaque mot. Ma mère m'a mise en garde contre eux, mais elle t'a aussi mise en garde contre toi. Oui. Elle attendit que je me défende. J'avais défendu chaque décision pendant si longtemps que le silence devait sembler suspect. J'avais peur, dis-je. Pas seulement qu'il t'utilise. J'avais peur que tu trouves l'histoire familiale que je ne pouvais pas te donner et que tu décides que tu n'avais plus besoin de moi. Les yeux de Callie s'emplirent à nouveau de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. Je n'arrêtais pas de me dire que je te protégeais. Parfois, c'était le cas. Parfois, je protégeais ma place dans ta vie. Cette vérité est plus facile à entendre que de me faire dire que tout était pour mon propre bien, dit-elle. Ça ne répare pas la lettre. Je sais. Elle toucha le haut-parleur. L'avertissement de maman ne peut pas prendre cette décision pour moi non plus. La réponse me blessa et me soulagea à la fois. Tu as raison, dis-je. Il ne le peut pas. Callie se tourna vers Naomi et demanda l'évaluation complète, l'accord d'achat, l'accord d'exploitation, chaque amendement et toute analyse des alternatives à la vente de l'ensemble de la propriété. Elle voulait aussi toutes les communications entre Craig, le fiduciaire et l'acheteur potentiel qu'elle était légalement autorisée à consulter. Naomi envoya la demande cet après-midi-là. Craig répondit le lendemain matin, affirmant que certains documents contenaient des informations confidentielles de l'entreprise. Il dit que le délai de clôture rendait un examen approfondi impossible et proposa de fournir un résumé simplifié à la place. Callie refusa le résumé. Au cours des jours suivants, Naomi obtint une partie du dossier financier. Nous l'avons examiné à la table de ma cuisine, mais je me suis forcé à attendre que Callie pose une question avant de répondre. Les dettes étaient réelles, les prêts sur l'équipement existaient, la ligne de crédit était proche de sa limite, et la dernière récolte n'avait pas généré assez de revenus pour réparer le système d'irrigation. Callie passa un doigt sur les chiffres. Et si maman avait raison sur la façon dont il traitait les gens, mais que Craig a raison sur ce dont le verger a besoin maintenant? Les deux pourraient être vrais, dis-je. Ça rend les choses pires. Beverly appela ce soir-là. Callie mit le téléphone sur haut-parleur, par choix. Beverly dit qu'elle n'avait jamais su pour l'enregistrement de Tessa. Elle admit que refuser de prendre Callie avait été lâche et cruel, mais la supplia de ne pas punir les employés, les parents et des générations d'histoires familiales pour une seule terrible décision. Vous n'avez pas pris une seule décision, dit Callie. Vous l'avez prise à nouveau chaque année où vous êtes resté à l'écart. Beverly se mit à pleurer. Je regrette chacune de ces années. Je crois que vous les regrettez, répondit Callie. Je ne sais pas si le regret vous donne le droit de revenir. Après l'appel, une autre série de documents arriva de Naomi. La plupart étaient des copies que nous avions déjà vues, mais une chaîne de mai avait été transférée par l'avocat de l'acheteur. Callie l'a lu 2 fois, puis agrandit une phrase près du bas.
L'acheteur discutait du calendrier de clôture proposé, des indemnités de licenciement des employés et de quelque chose appelé « contrat de conseil en transition de M. Monroe ». Craig n'avait jamais mentionné d'accord séparé avec l'acheteur. Callie tourna l'ordinateur portable vers moi et pointa la ligne. « Pourquoi Craig est-il payé pour me faire signer ?» 3 jours avant le 18e anniversaire de Callie, Naomi étala les documents manquants sur la table de sa salle de conférence, tandis qu'un conseiller financier indépendant nous rejoignait par vidéo. Callie s'assit au plus près des dossiers. Je pris la chaise près du mur et attendis qu'elle me demande de me rapprocher. Le premier document était le contrat de conseil en transition de Craig avec l'acheteur. Si la vente de l'ensemble du verger se concluait avant l'expiration de l'offre, Craig recevrait 125 000 $ pour aider au transfert des opérations, des registres et des relations avec les fournisseurs. Callie lut le montant 2 fois. Est-ce illégal? Pas automatiquement, dit Naomi. Un acheteur peut payer quelqu'un pour un travail de transition légitime. Le problème est que Craig vous a poussé, vous est le fiduciaire, vers cette vente sans divulguer qu'il serait personnellement payé uniquement si elle se concluait à temps. Le conseiller expliqua la conséquence en termes plus simples. Le fiduciaire devait décider si la vente était prudente pour la fiducie de Callie, pas si elle était bonne pour Craig. Une récompense personnelle cachée ne prouvait pas que l'offre entière était mauvaise, mais cela signifiait que le fiduciaire ne pouvait plus se fier aux recommandations de Craig sans un examen indépendant. Callie pressa son pouce contre la médaille en laiton. Il m'a dit que la date limite concernait les travailleurs et la dette. Ces préoccupations sont réelles, dit Naomi. Ce ne sont pas les seules qu'il avait. Le dossier suivant faisait plus mal, car il montrait ce que Craig ne nous avait pas dit. 6 mois plus tôt, un consultant agricole avait proposé de vendre une section de terrain non productif près de l'autoroute. Les profits pourraient rembourser la dette la plus urgente tout en laissant les rangées productives, la station de conditionnement et les droits sur l'eau au verger Monroe. Ce n'était pas un sauvetage indolore. Le verger aurait encore besoin d'un refinancement, de coûts d'exploitation réduits et d'un remplacement différé de l'équipement. Une partie des terres serait perdue de façon permanente, et la famille recevrait beaucoup moins d'argent qu'une vente complète. C'était néanmoins une véritable alternative. Une note dans l'email de Craig rejetait le plan parce que l'acheteur voulait l'ensemble de la parcelle et ne paierait pas ses frais de transition pour une transaction partielle. Callie recula de la table. Il m'a laissé penser que les seuls choix étaient de signer ou de tout détruire. Il a présenté le choix qui lui profitait le plus, dit Naomi. Le fiduciaire doit maintenant déterminer s'il profite également à la fiducie. L'offre actuelle. Callie demanda à Naomi d'organiser un appel avec Craig et Beverly cet après-midi-là. Elle ne me demanda pas de parler pour elle, et je ne le proposais pas. Craig apparut à l'écran depuis le bureau du verger. Beverly était assise à côté de lui, les mains jointes sur un mouchoir. Quand Callie posa des questions sur les honoraires, le visage de Craig se durcit. « J'ai maintenu cette entreprise en vie pendant 11 ans, dit-il. Le paiement me dédommage pour des mois de travail après la clôture. Pourquoi n'était-ce pas dans les informations que vous avez envoyées à mon avocate? C'est un accord privé entre moi et l'acheteur. Il affecte la raison pour laquelle vous voulez que je consente. » Craig regarda au-delà de la caméra, comme s'il cherchait quelqu'un de plus raisonnable. « Angela vous a rempli la tête de suspicion parce qu'elle veut continuer à contrôler la fiducie. » Je sentis la vieille envie d'interrompre. Callie leva un doigt vers moi sans quitter l'écran des yeux, et je restai silencieuse. « Vous avez posé des questions sur le fiduciaire avant de poser la moindre question sur ma vie, lui dit-elle. Angela ne vous a pas forcé à le faire. » Beverly se pencha en avant. « Ton oncle a porté ce verger depuis que ta mère est tombée malade. 125 000 $ ne rembourse pas ce que ça lui a pris. » Alors il aurait dû me le dire, dit Callie. Être fatigué ne rend pas le fait de le cacher honnête. Craig insista sur le fait que la proposition de vente partielle n'était pas réaliste. Naomi lui demanda d'identifier l'analyse mise à jour qui le prouvait. Il dit qu'il n'y avait pas eu le temps d'en commander une. Il y a eu le temps de négocier votre contrat de conseil, répliqua Callie. Craig mit fin à l'appel en exigeant une réunion de famille à l'ancienne station de conditionnement immédiatement après son anniversaire. Il dit que l'acheteur serait présent et avertit que chaque jour de retard affaiblissait la position du verger. Moins d'1 heure plus tard, un email m'arriva. Craig avait joint un accord de remboursement révisé. La famille Monroe me paierait 186 000 $ après la clôture, décrit comme une compensation pour 11 ans de thérapie, d'éducation et de soins quotidiens. En échange,
je déclarerai que la vente complète servait les meilleurs intérêts de Cali et l'encouragerai à signer le consentement éclairé de bénéficiaire. Cette fois, je ne cachai pas l'offre dans un tiroir. Je portai mon ordinateur portable dans la chambre de Cali et lui montrai l'email avant de répondre. Elle lut le montant, puis regarda vers l'atelier, visible par sa fenêtre. Ça rembourserait ton prêt commercial? Oui. Et le toit? Oui. Vas-tu accepter? Non. Mais je veux que tu saches pourquoi. Je ne le refuse pas pour te faire refuser la vente. Je le refuse parce que Craig essaie de transformer les années que nous avons vécues ensemble en levier sur ta décision. J'ai transféré l'accord à Naomi. Puis j'ai signé une déclaration confirmant que je ne cherchais aucun remboursement de la fiducie de Cali ou de la famille Monroe pour le coût de son éducation. Naomi ajouta que la déclaration n'effaçait pas la tentative de Craig, mais qu'elle supprimait toute affirmation selon laquelle mes conseils étaient liés à la réception d'argent de la transaction. Cali regarda ma signature apparaître à l'écran. Tu aurais pu demander de l'aide il y a des années. J'aurais pu. Il n'aurait toujours pas le droit d'acheter mon opinion maintenant. Elle ferma soigneusement l'ordinateur portable. Tu renonces à beaucoup d'argent. J'enlève un prix que Craig a attaché à ma voix. Ton choix t'appartient toujours. Pour le reste de l'après-midi, Cali se prépara pour la réunion à la station de conditionnement. Elle écrivit ses questions dans un cahier et les organisa dans l'ordre où elle voulait des réponses. Les honoraires de conseil venaient en premier, suivis de la proposition de vente partielle, de la dette du verger, de la protection des employés et des plans de l'acheteur pour l'arbre de Tessa. Chaque fois qu'une question devenait trop longue, elle la réécrivait. Chaque fois que je commençais à suggérer comment Craig pourrait répondre, je m'arrêtais et lui demandais si elle voulait mon avis. Parfois, elle le voulait. Parfois, elle disait qu'elle avait besoin de réfléchir seule. Elle s'entraîna à dire « je n'ai pas fini » sans s'excuser. Puis elle s'entraîna à demander un document au lieu d'accepter la promesse qu'il existait. Naomi lui rappela qu'elle pouvait refuser de signer quoi que ce soit ce jour-là, même si chaque personne dans la pièce prétendait que le retard serait désastreux. La nuit avant son anniversaire, Cali me trouva en train de réparer une charnière desserrée sur le placard de la cuisine. Elle s'assit sur le comptoir, vêtue de la veste en jean de Tessa, et me regarda serrer la dernière vis. « Si j'accepte la vente complète demain, penseras-tu que je les ai choisis ?» demanda-t-elle. Je posai le tournevis. « Je penserai que tu as fait un choix. Mon travail est de m'assurer que c'était le tien. Et si c'est le mauvais choix? Alors il devrait toujours t'appartenir de le comprendre, de vivre avec et de le changer quand le changement est possible. Je peux te dire ce que je vois. Je ne peux pas rendre ta vie sûre en la vivant pour toi. » Cali baissa les yeux sur la médaille en laiton reposant contre la veste. Maman a dit que l'amour devrait me donner un foyer, pas un monde plus étroit. Elle avait raison. À minuit, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Il n'y avait ni ballon ni grande célébration, car aucune de nous ne voulait que la journée soit transformée en compte à rebours pour des étrangers. Nous avons mangé une tranche de gâteau aux pommes à la table de la cuisine, et Cali a ouvert une petite boîte contenant le cheval de bois restauré de la chambre de Tessa. Beverly l'avait envoyé par l'intermédiaire de Naomi, sans aucune note demandant quoi que ce soit en retour. Le lendemain matin, le téléphone de Cali vibra pendant que nous rassemblions les dossiers pour la réunion. Le message de Craig apparut à l'écran, « L'acheteur sera à la station de conditionnement à midi. Apporte ta carte d'identité. On peut en finir aujourd'hui. » Cali le lut sans répondre. Elle glissa le téléphone dans sa poche, prit son cahier et me regarda. « Alors, aujourd'hui, ils répondent d'abord à mes questions. » L'ancienne station de conditionnement semblait plus froide que l'air estival extérieur. Des fenêtres poussiéreuses laissaient entrer une pâle lumière du soleil, mais le sol en béton conservait un froid profond. Des numéros délavés marquaient les quais de chargement, et un convoyeur rouillé traversait la pièce comme un squelette. Cali s'arrêta sous une photo de Tessa et Craig adolescents, debout à côté de caisses de pommes, les manches retroussées. Tessa riait pendant que Craig surveillait la balance, une main sur le registre à côté. Une longue table pliante avait été placée là où les ouvriers triaient autrefois les fruits. L'accord d'achat attendait au centre, à côté d'un stylo, de copies de l'évaluation et d'une pile de pages de signature. Beverly était assise à une extrémité, Craig se tenait derrière elle, et Naomi s'assit à côté de Cali. Les représentants du fiduciaire et de l'acheteur nous faisaient face. Craig commença avant que tout le monde ne se soit installé. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici.
Le verger ne peut pas supporter une autre saison de dette. L'acheteur est prêt à protéger les travailleurs jusqu'à la clôture, à payer chaque prêt garanti et à préserver le nom Monroe dans le nouveau développement. Nous devrions signer aujourd'hui et cesser de créer des risques inutiles. Callie posa son cahier sur la table. J'ai d'abord des questions. Les réponses sont dans les documents, dit Craig. Votre avocate les a depuis des jours. Alors, répondre devrait être facile. Pourquoi recevez-vous 125 000 $ si la vente se conclut à temps? Beverly baissa les yeux. Les yeux de Craig se tournèrent vers le représentant de l'acheteur. Cet accord concerne le travail de transition après la clôture, dit-il. Les contrats avec les fournisseurs, les inventaires d'équipements, les dossiers d'emploi et les connaissances opérationnelles. C'est distinct de votre fiducie. C'est distinct de ma fiducie, mais pas de la raison pour laquelle vous n'arrêtiez pas de me dire qu'il n'y avait pas de temps. Vous ne comprenez pas tout le travail que j'ai fait pour maintenir cet endroit en vie. Ce n'est pas une réponse à la raison pour laquelle vous l'avez caché. Craig inspira bruyamment par le nez. Je n'ai rien caché. C'était un accord privé qui ne changeait pas la valeur payée pour le terrain. Naomi tourna une page vers le représentant du fiduciaire. Cela change l'incitation personnelle du gestionnaire et aurait dû être divulgué lors de l'examen fiduciaire. Craig l'ignora. Callie, chaque heure que nous passons à discuter affaiblit l'accord. Signez le consentement, et le fiduciaire pourra avancer. Callie ne toucha pas le stylo. Pourquoi avez-vous rejeté la proposition de vendre les terres non productives près de l'autoroute? Ce n'était pas viable. Le consultant a dit que cela pourrait payer la dette urgente. Cela ne résoudrait pas les problèmes à long terme. Cela nous laisserait avec du vieux matériel, un accès à l'eau coûteux et trop peu de capital pour replanter. Avez-vous demandé une analyse mise à jour? Il n'y avait pas le temps. Le représentant de l'acheteur se déplaça sur sa chaise. Pour clarifier, la vente partielle a été discutée lors des négociations préliminaires. Monsieur Monroe l'a rejeté parce que notre société voulait le contrôle de la parcelle complète. Craig se tourna vers lui. C'est une description incomplète. Le représentant continua avec précaution. Cela n'aurait pas non plus activé le contrat de conseil en transition selon ses termes actuels. Le silence changea la pièce. Beverly tendit la main vers celle de Callie. Callie déplaça son cahier entre elles avant que leurs doigts ne se touchent. Ton oncle s'est tué au travail pour cette famille, dit Beverly. Il a fait un arrangement pour se protéger après avoir tout donné au verger. Angela t'a convaincu que chaque erreur est une preuve que nous ne t'aimons pas. Le visage de Callie resta impassible. Angela n'a pas rédigé le contrat de conseil. Elle a passé 11 ans à te tenir éloigné de nous. Elle a rempli ta vie avec sa version de ce qui s'est passé. Beverly se tourna vers moi. Vous n'êtes pas sa mère. Vous n'avez aucun droit de la tenir à l'écart de sa vraie famille. Chaque instinct en moi se leva pour répondre. J'aurais pu répéter les mots des funérailles et énumérer chaque anniversaire, chaque rendez-vous de thérapie et chaque nuit d'angoisse qu'ils avaient manqué. Au lieu de cela, je regardais Callie. Votre grand-mère a raison sur une chose, dis-je. Je vous ai caché une omission flagrante. L'expression de Beverly changea de surprise. J'ai caché sa lettre parce que j'avais peur, continuai-je. Je me suis dit que je vous protégeais, mais je vous ai enlevé votre choix. C'était mal. J'ouvris mon dossier et posai l'accord de remboursement de Craig sur la table. Le montant de 186 000 $ était imprimé près du bas, suivi de la condition que je soutienne la vente complète. Le visage de Craig s'assombrit. C'était une tentative de reconnaître ce que vous avez dépensé. Je ne l'ai pas élevé à crédit. Je plaçai chaque copie que j'avais apportée devant Callie, y compris les anciens avis de fiducie, l'évaluation, l'alternative cachée et l'accord que Craig m'avait envoyé. Puis je reculai ma chaise loin de la sienne et me tins près du mur. Ne parlez plus par mon intermédiaire, dis-je. Ne me demandez pas de la persuader. Répondez à Callie. Craig parut enfin incertain. Callie ouvrit son cahier. Qui a décidé que la vente complète était la seule option? L'équipe de direction et nos conseillers, répondit Craig. Quel conseiller? Il nomma le cabinet qui avait préparé la proposition de vente partielle. Le même conseiller que vous avez ignoré. Nous l'avons évalué. Où est cette évaluation? Craig jeta un coup d'œil à l'horloge montée au-dessus du vieux convoyeur. Nous n'avons pas le temps de mener un procès pour chaque email. L'acheteur est ici,
le fiduciaire est ici. Tu as 18 ans maintenant. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque page. Tu as seulement besoin de signer là où ta mère aurait dû signer il y a 11 ans. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel poing contre ma porte. Beverly murmura son nom, mais Craig continua. Tessa rendait chaque décision du verger personnel. Elle a retardé le refinancement quand l'entreprise avait besoin de certitude, et maintenant sa fiducie fait la même chose. Le représentant du fiduciaire ferma le dossier devant lui. Monsieur Monroe, avez-vous demandé à Tessa d'approuver des changements financiers pendant qu'elle recevait un traitement contre le cancer? La bouche de Craig se serra. Cela n'a rien à voir avec aujourd'hui. Cela est directement lié à l'historique de pression entourant cette participation. Votre compensation non divulguée et l'exhaustivité des informations fournies aux fiduciaires. Le représentant de l'acheteur retira le stylo de l'accord. Sans l'approbation valide des membres et un processus fiduciaire achevé, notre société ne peut pas conclure aujourd'hui. Craig me montra du doigt. C'est ce qu'elle voulait. Angela a monté Callie contre la seule famille qui lui reste. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là, dit Callie. Craig lui fit face. Elle se leva lentement, une main posée sur son cahier et l'autre autour de la médaille en laiton sous sa chemise. Vous m'avez traité de fardeau quand j'avais besoin d'aide. Maintenant, vous m'appelez « famille » parce que vous avez besoin de la mienne. Ce n'est pas de la famille, c'est une transaction. Les yeux de Beverly s'emplirent de larmes. Tu es toujours de mon sang. Le sang me dit d'où je viens. Il ne vous donne pas la propriété de là où je vais. Callie se tourna vers le représentant du fiduciaire. Sa voix tremblait, mais elle ne se pressa pas. Je ne signerai pas le consentement éclairé de bénéficiaires pour cette vente. Je veux une évaluation indépendante, un examen complet du conflit d'intérêts de Craig et une analyse sérieuse de l'option de vente partielle du terrain. Je veux aussi que toute communication future sur la transaction soit envoyée par l'intermédiaire de Naomi. Pas de visite privée, pas d'appel tard dans la nuit et pas de documents apportés à mon domicile. Le représentant hocha la tête. Ce sont des demandes raisonnables. Le fiduciaire commencera son propre examen. Votre refus signifie que la proposition de vente complète actuelle ne peut pas recevoir le consentement requis par la fiducie. Je ne dis pas que le verger ne pourra jamais être vendu, dit Callie. Je dis que personne n'obtiendra mon consentement en me cachant les choix. Craig agrippa le dos de la chaise de Beverly. Si vous retardez ça, le verger pourrait ne pas survivre jusqu'au printemps. Callie regarda autour de la station de conditionnement, le vieux convoyeur, la photo de Tessa et le contrat non signé. Alors nous découvrirons si vous essayez de sauver le verger, ou de le vendre pour vous sauver vous-même. Le représentant du fiduciaire referma les pages de signature dans son dossier et suspendit formellement l'examen jusqu'à la fin de l'enquête fiduciaire. Le représentant de l'acheteur rassembla ses papiers sans discuter. Craig resta debout au milieu de la station de conditionnement, entouré par l'endroit qu'il avait contrôlé pendant des années, et incapable de forcer la seule décision dont il avait besoin. Dehors, Callie s'arrêta à côté de moi mais ne me prit pas la main. Elle n'avait pas besoin que je la guide cette fois. Naomi nous rejoignit à la porte et parla assez bas pour que Beverly et Craig ne puissent pas entendre. Arrêter la vente était la partie facile. Maintenant, tu dois décider ce que sauver le verger coûte vraiment. Le verger ne s'effondra pas le matin après que Callie refusa de signer. C'était la première chose que l'examen prouva. La seconde était que Craig avait dit la vérité sur la dette, mais pas toute la vérité sur les choix. Pendant plusieurs semaines, les conseillers du fiduciaire examinèrent les registres de prêts, les dépenses d'exploitation, les droits sur l'eau et l'offre de l'acheteur. Ils ne trouvèrent ni argent volé, ni documents falsifiés, ni complot criminel. Ils trouvèrent un verger affaibli par de mauvaises récoltes, du matériel ancien et des années de décisions prises par un seul homme qui avait cessé de croire que quiconque devait le remettre en question. Les honoraires de conseil cachés de Craig comptaient, car il montrait où son jugement s'était divisé. Il voulait peut-être sauver les vergers Monroe, mais il voulait aussi la transaction qui le payait personnellement. En retenant la proposition de vente partielle, il avait empêché le fiduciaire et les autres membres de comparer toutes les options raisonnables. Le prêteur refusa de participer à une restructuration tant que Craig resterait aux commandes. Les autres membres de la famille convinrent qu'il devait se retirer de son poste de directeur jusqu'à ce qu'un nouveau plan d'exploitation soit approuvé. Il n'alla pas en prison. Il ne perdit pas chaque dollar qu'il possédait. Il perdit la position qui lui avait permis de parler comme si le verger et la famille étaient la même chose.
L'acheteur annula son contrat de conseil de 125 000 $. Quand Naomi expliqua le résultat, Callie ne sourit pas. Il a vraiment travaillé là-bas toute sa vie, dit-elle. Oui, répondit Naomi. Et il m'a quand même menti. Oui. Callie baissa les yeux sur la médaille en laiton posée contre son pull. Les deux choses continuent d'être vraies. C'était devenu l'une des leçons les plus difficiles de sa 18e année. Craig pouvait aimer le verger et quand même l'utiliser. Beverly pouvait regretter de l'avoir abandonné et quand même attendre un pardon trop rapide. Je pouvais rester 11 ans et quand même blesser Callie en décidant ce qu'elle était autorisée à savoir. L'amour n'effaçait pas le mal. Le mal ne rendait pas chaque sentiment passé faux. Les conseillers indépendants proposèrent finalement de vendre 40 acres de terrain non productifs près de l'autoroute. La vente couvrirait la dette la plus urgente et financerait les réparations essentielles du système d'irrigation. Le verger productif, la station de conditionnement et l'arbre de thé s'arrêteraient. Le plan exigeait des sacrifices. Les vergers Monroe fonctionneraient avec moins d'employés la saison suivante, les achats d'équipements seraient reportés, et les propriétaires restants ne recevraient aucune distribution pendant le remboursement du nouveau prêt. Il n'y avait aucune garantie qu'une bonne année résoudrait tout. Callie examina la proposition avec Naomi et son propre conseiller financier. Elle posa des questions jusqu'à ce que les réponses cessent de sonner comme des répétitions. Quand le fiduciaire lui demanda si elle donnerait son consentement éclairé pour la vente partielle, Callie ne me regarda pas avant de répondre. Oui, dit-elle. Pour les 40 acres décrits dans le rapport indépendant. Pas pour tout le verger. Son consentement n'ordonnait pas au fiduciaire d'agir. Il permettait au fiduciaire de terminer son propre examen et d'approuver la transaction limitée après avoir déterminé qu'elle protégeait mieux la fiducie que la saisie ou la vente complète initiale. La part de Callie dans les bénéfices resta dans la fiducie. L'argent fut alloué à l'éducation, au futur logement et au soutien à long terme, selon le plan de Tessa. Il n'y eut pas de nouvelles voitures dans notre allée. Callie travaillait toujours les après-midi à la bibliothèque et comparait les prix des manuels avant de s'inscrire au cours. Sa décision surprit les gens qui avaient supposé qu'elle voulait se venger. Elle avait arrêté la vente de Craig parce qu'il avait caché des informations et lui avait mis la pression. Une fois qu'elle eut un choix honnête, elle aida à préserver la partie du verger qui pouvait encore survivre. Je ne l'ai pas sauvé pour eux, me dit-elle. J'ai sauvé ce que maman a protégé pour moi. Cela inclut le droit de ne pas le détruire juste parce qu'ils m'ont blessé. Un mois après la fin de l'examen, Beverly envoya une autre lettre par l'intermédiaire de Naomi. Il n'y avait ni photo à l'intérieur, ni invitation à la ferme. Elle ne mentionna ni le sang, ni le pardon, ni le temps qui lui restait. Elle écrivit que l'abandon de Callie avait été son choix, pas un accident causé par le deuil. Elle reconnut que revenir seulement après l'évaluation faisait ressembler chaque excuse à une autre tentative de gagner quelque chose. En bas, elle écrivit qu'elle répondrait à toute question que Callie poserait, mais qu'elle ne la contacterait plus à moins que Callie ne le choisisse. Naomi donna la lettre à Callie dans une enveloppe scellée. Callie la tint pendant plusieurs minutes, puis me la rendit. Garde-la dans mon dossier. Tu ne veux pas la lire? Demandai-je. Pas encore. J'ai failli lui dire qu'elle pourrait regretter d'attendre. Au lieu de cela, j'ai demandé, tu veux que je dise quelque chose? Non. Je veux juste que tu comprennes que ne pas la lire est aussi mon choix. Je comprends. Elle me regarda attentivement. Tu apprends. Les dommages entre nous ne disparurent pas parce que j'avais admis que j'avais eu tort. Pendant des semaines, Callie remit en question de petites décisions qui, autrefois, seraient passées inaperçues. Elle demanda pourquoi j'avais refusé un voyage scolaire avec nuitée quand elle avait 15 ans. Elle demanda pourquoi j'avais répondu pour elle lors de rendez-vous. Elle demanda si j'avais déjà confondu son anxiété avec une incapacité. Parfois, mes réponses la décevaient. Parfois, je ne me souvenais pas quand une habitude avait commencé. Je ne lui demandais pas de me pardonner à chaque fois. J'écoutais jusqu'à ce qu'elle ait fini. J'ai aussi commencé à demander avant d'aider. Quand les lettres d'acceptation de l'université sont arrivées, j'ai attendu que Callie les ouvre. Quand elle a eu du mal avec les formulaires de logement, j'ai demandé si elle voulait des conseils ou de la compagnie. Quand elle a choisi un programme à 2 heures de route au lieu du Briar Glen Community College, la peur me serra les côtes, mais je ne lui ai pas dit qu'elle n'était pas prête. Tu penses que je peux le faire? Demanda-t-elle. Je pense que tu auras des jours difficiles. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je souris malgré la douleur dans ma poitrine.
Oui, je pense que tu peux le faire. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé, laissant quelques centimètres entre nous. Tu sais, le fait que tu sois resté 11 ans, ça ne veut pas dire que tu me possèdes. Je sais. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de prendre toutes les décisions. Je le sais aussi. Elle posa sa tête sur mon épaule. Mais ça me donne 11 ans de raison de continuer à te choisir. Je fermai les yeux. C'était plus que la propriété n'aurait jamais pu me donner. Au début du printemps, la vente partielle était conclue et les dettes urgentes du verger avaient été payées. Un nouveau directeur prit en charge les opérations quotidiennes. Craig resta propriétaire, mais toutes les communications financières impliquant la fiducie de Callie passaient par le fiduciaire. Il n'était pas autorisé à la contacter en privé au sujet de l'argent ou des affaires. Beverly garda ses distances. Callie ne lui pardonna pas, mais elle cessa de dire qu'elle ne le ferait jamais. Elle laissa l'avenir indécis, ce qui n'était pas la même chose que de l'offrir librement. Un samedi froid de mars, nous sommes retournés au verger Monroe avec la permission du nouveau directeur. Les rangées étaient nues, à l'exception de petits bourgeons qui commençaient à se former le long des branches. L'arbre de Tessa avait survécu à un autre hiver. Un horticulteur coupa un morceau sain de l'une de ses plus jeunes branches et l'enveloppa soigneusement pour le transport. Callie le tint dans ses paumes comme s'il était fragile, bien qu'il nous ait assuré que le bois de pommier était plus solide qu'il n'y paraissait. Nous avons ramené le greffon à la maison et planté un jeune porte-greffe dans la partie la plus ensoleillée de notre jardin. Je tins la tige droite pendant que Callie ajustait le greffon de Tessa dans l'encoche préparée. Elle enroula le point de jonction avec une bande de ruban de greffage, vérifiant l'alignement 2 fois avant de le nouer solidement. La vieille médaille en laiton du verger pendait à un cordon autour de son cou. Avant de finir, elle sortit une nouvelle médaille en cuivre de sa poche. Elle y avait gravé 2 dates, la première était le jour où Tessa avait planté l'arbre original, la seconde était ce matin-là. Callie attacha la nouvelle médaille au jeune tronc. Un vent léger souleva les 2 morceaux de métal jusqu'à ce que l'ancienne médaille touche la nouvelle avec un son doux et clair. « Tiens-le encore un peu, dit-elle. » Je gardai la main autour de la tige jusqu'à ce qu'elle finisse de sécuriser le nœud final. Puis j'ai lâché. L'arbre resta droit. Callie remplit l'arrosoir et versa lentement autour des racines. Elle ne demanda pas si l'arbre appartenait à Tessa, au Monroe ou à nous. Il portait quelque chose de là où elle avait commencé, mais il poussait à l'endroit qu'elle avait choisi. Je me tins à côté d'elle sans tendre la main vers l'arrosoir ni lui dire combien d'eau utiliser. Quand elle eut fini, elle le posa et glissa sa main dans la mienne. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le vent cesse de faire bouger les médailles.